Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Hier soir, le 4e arbitre de la rencontre PSG-Başakşehir a utilisé le mot noir pour désigner l'entraîneur adjoint de l'équipe turque, Pierre Achille-Webo. Ce 4e arbitre est roumain et il a dit le mot négrou, qui signifie noir dans sa langue d'origine. L'entraîneur adjoint de Başakşehir n'a pas accepté d'être nommé ainsi. Why do you say negro? Pourquoi dites-vous noir? Les joueurs des deux équipes ont affiché leur solidarité avec Pierre Achille-Webo. Ils ont refusé de reprendre la partie. Et après de nombreuses discussions, l'UEFA est convenu de reporter le match à ce soir 18h55. Incident qui révèle notre société. Je ne sais pas si le 4e arbitre hier soir a eu le sentiment d'avoir proféré une insulte raciste. En revanche, je sais que les joueurs l'ont vécu comme ça. Et c'est ce qui nous intéressera ce matin. Nous sommes avec Najwa El Haïté, que vous connaissez. Nous sommes avec Philippe Bilger. On attend Rost, qui n'était pas prévu, mais qui va pouvoir intervenir parce qu'il est très engagé dans cette lutte contre le racisme, et notamment dans le football. Et puis on est avec Marion Maréchal. Vous êtes directrice de l'ICEP de Lyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça va être intéressant, évidemment, d'entendre votre avis sur ce sujet. Mais vous lancez aujourd'hui un think tank, c'est comme cela qu'on dit. C'est ça, centre de réflexion pour les puristes en français. Exactement, qui est une réflexion politique. Oui. Et certains, évidemment, vont voir dans ce lancement de ce centre de réflexion un premier pas vers une candidature présidentielle en 2022, j'imagine. Il faudrait qu'ils y voient surtout la continuité d'une opération lancée il y a 3 ans à travers l'école, donc l'ICEP, l'école de sciences politiques et de management, qui aujourd'hui donc veut se déployer dans les travaux de recherche avec l'idée de faire vivre un espace intellectuel aujourd'hui qui est, selon moi, sous-représenté dans le monde universitaire et de la recherche, qui pourrait être qualifié, allez, un peu simplement et rapidement, mais de souverainiste, identitaire, plutôt conservateur, plutôt libéral au sens de défense des libertés, et qui, est, selon moi, est sous-investi aujourd'hui dans le débat public et dans le débat universitaire. Et donc je pense qu'il y a un intérêt, à l'occasion évidemment des présidentielles, puisque mon agenda n'est pas non plus totalement fortuit. À un moment donné où les propositions vont fuser, il va y avoir une émulation intellectuelle, de pouvoir justement porter ces propositions sur différents sujets. Vous pourriez d'ailleurs ajouter dans la sphère médiatique, où ces idées-là ne sont pas forcément le plus portées. Et quand je parle de la sphère médiatique, je peux dire les journalistes, mais aussi les artistes, le monde des personnalités publiques, par exemple. Mais est-ce qu'au fond, ce que vous faites, c'est de construire une contre-idéologie ? Une contre-idéologie, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, bien que moi je n'ai rien contre le mot idéologie, parce que le mot idéologie c'est une certaine conception du monde, donc il n'y a rien de négatif à y avoir une conception du monde, et c'est parfois d'ailleurs souvent ce qui manque à nos gouvernants, qui s'arc-boutent derrière le pragmatisme, mais le pragmatisme n'est que la traduction à l'origine d'une conception du monde, donc parfois ça manque, et ça manque notamment à droite, c'est vrai. Donc d'une certaine manière, en tout cas c'est une façon de mettre sur le débat, dans le débat, des sujets qui à mon avis aujourd'hui ne sont pas correctement traités. On en parlera peut-être, il y a la loi séparatisme qui à mon avis passe à côté de l'essentiel du sujet, et peut-être du niveau aussi de réponse. On peut parler de la question de la puissance, on peut parler de la question de l'intelligence économique, la question de la stratégie d'influence française au sein de l'Union européenne. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont dans le débat public mais qui tapent parfois un peu à côté, à mon avis, de la bonne méthode ou du fond pertinent. Ça va être notre rôle d'essayer d'y répondre. Alors, on en parlera plus longuement tout à l'heure, mais l'actualité, elle nous a, comme toujours, imposé ses choix ce matin. Et je voudrais qu'on voit la séquence. D'abord, je salue Pierre Ménès, qui est avec nous, et je le remercie. Pierre, qui suit le football depuis si longtemps. C'est une première historique, hein, hier soir, Pierre. Tous les joueurs ensemble. On reproche parfois aux joueurs de ne pas toujours défendre ensemble certaines valeurs. Là, ils sont tous sortis du terrain parce qu'ils ont vu dans les mots de ce 4e arbitre une attaque raciste. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord la séquence. C'est peut-être pas tout à fait simple à comprendre pour ceux qui n'ont pas suivi le match. Donc, voyons cette séquence hier soir. Pourquoi il a dit noir? Pourquoi il a dit noir? Pourquoi tu dis ce mec noir pour parler d'un joueur noir, alors que tu dis ce mec pour parler d'un joueur blanc? Ce n'est pas digne du football.
beaucoup de réactions en France, mais aussi dans le monde. Roxana Mara, ciné à nous. Des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu'ils ont jugée inacceptable, une expression de racisme ordinaire. Nous attendons les résultats de l'enquête, mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leurs gestes et leur solidarité. Erdogan, puisque l'équipe était turque hier, Erdogan, le président, je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Başakşehir, et je suis convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent. Mbappé, c'est no to racisme. Webo, we are with you. Le club d'Istanbul, no racisme, no to racisme, respecte, etc. Donc, peut-être peut-on peut-on écouter d'abord la réaction de Sidney Govou, qui a été international français, et puis après, je vous interrogerai, et puis je serai avec Pierre Ménès. Déjà triste de ce qui s'est passé. C'est des mots qui sont forts. Alors oui, on va me dire c'est un élément de langage, etc. Ça, je suis pas roumain, donc je peux pas en juger. Des gens en jugeront. Mais je suis aussi content, entre guillemets, de la réaction des deux équipes. Je trouve que c'est un moment fort de prendre la décision de rentrer au vestiaire. Et qu'on a tellement entendu de choses où les équipes ne rentraient pas, où il y avait des divergences, même au sein d'une équipe, là, que les deux équipes décident de rentrer avec leur staff, de ne pas poursuivre le match. Je trouve que c'est fort. Le sujet de Marie Aubazac, et puis après on entame la discussion. La partie a dégénéré à la 14e minute du match après une faute de Kimpembe, défenseur du PSG, sur un joueur turc. Le 4e arbitre va alors signaler à l'arbitre principal la réaction véhémente de Pierre-Achille Webo. Ce n'est pas digne du football. Webo quitte le terrain, suivi peu de temps après par les joueurs des deux équipes. Sur Twitter, Kylian Mbappé dénonce le racisme et apporte son soutien à Pierre-Achille Webo. L'UEFA annonce le report de la rencontre. L'UEFA, après discussion avec les deux clubs, a décidé à titre exceptionnel de faire jouer les minutes restantes du match demain avec une nouvelle équipe d'arbitres. Le coup d'envoi a été fixé à 18h55. Une enquête approfondie va être menée. Ce soir, des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu'ils ont jugée inacceptable. Une expression de racisme ordinaire. Nous attendons les résultats de l'enquête, mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leurs gestes et leur solidarité. Le match de ce soir aura lieu avec les mêmes compositions d'équipe et un enjeu sportif moindre pour le PSG, déjà qualifié. Pierre Ménès, je trouve que c'est un sujet qui demande beaucoup de nuances et qui est extrêmement délicat. Je le répète, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté chez ce 4e arbitre de proférer une insulte raciste. Il faudrait expliquer précisément le mot négrou dans la langue roumaine et ça. Mais j'ai envie de dire peu importe. Ce qui importe, c'est la manière dont ça a été vécu. Et tous les joueurs ont vécu cela comme une agression. Et je voulais votre sentiment sur la soirée d'hier soir. Bonjour, Pierre Ménès. Salut Pascal. Écoute, oui, effectivement, le racisme n'est pas avéré dans le fait qu'un Roumain dise négro à un homme noir, puisque c'est ce que ça veut dire. Ce qui est avéré, en revanche, c'est la discrimination. Est-ce que si l'entraîneur adjoint qui s'était énervé avait été blanc, l'arbitre l'aurait désigné en disant le blanc ou après en anglais l'autre blanc. Qu'est-ce qu'il aurait dit si cet assistant avait été arabe, juif ou asiatique? C'est ça, c'est le côté discriminatoire qui est avéré. Après, que ce soit raciste ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Et comme tu l'as dit, c'est la façon dont les joueurs l'ont ressenti. Puis voilà, je veux dire, on s'en fout qu'il soit roumain. La langue officielle de l'UEFA, c'est l'anglais. Cet arbitre-là, à moins de faire preuve d'un manque de culture qui, dans tous les cas, est accablant, aurait dû savoir que négro, nigger, négro, nègre, tout ça, bah voilà, faut pas le dire, quoi. Donc, effectivement, il faut saluer la réaction des deux équipes qui ont été parfaitement solidaires dans cet incident. Et c'est une première, effectivement, dans l'histoire du foot. Philippe Bilger, je vous ai vu réagir pendant que... Parce que les sociétés changent. Et là, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous êtes un homme d'une autre génération. Mais j'en ai bien conscience. Et j'ai souvent dit sur ce plateau... Non mais c'est important de dire ça. J'ai souvent dit sur ce plateau une phrase de Sartre que j'adore, un homme c'est son époque.
Un homme, c'est son Bien époque. sûr. Et vraiment, cette phrase, elle dit tout. Je salue d'ailleurs Rost qui est en train de rentrer et on a souvent eu ces discussions ensemble sur ce sujet. Bonjour Rost, merci d'être avec nous. Et je vous fais une petite synthèse très rapide. Je disais qu'hier, je ne sais pas si l'arbitre a voulu ou a eu le sentiment de professer une insulte raciste, mais je sais que ça a été vécu comme tel. Et c'est ça qui m'intéresse ce matin. Et je disais à Philippe Bilger que les sociétés changent et qu'effectivement, ce qui existait hier n'existe plus aujourd'hui. Mais je redonne la parole à Philippe Bilger et Rost va pouvoir... Alors, vous avez eu raison, Pascal, d'insister sur le fait que les joueurs des deux ont perçu cet épisode comme une forme de racisme. Moi, je trouve qu'on tombe à l'heure actuelle, en vertu d'une cause légitime qui est l'antiracisme, dans une forme de délire. Tout de même, parce que même si on en reste à l'épisode lui-même, est-ce que c'est un tel scandale d'avoir dit, par exemple, voilà un homme noir et de ne l'avoir pas dit pour un blanc? Je me souviens d'une époque où à la cour d'assises, pétri par un humanisme tout à fait correct, lorsque je parlais d'un magistrat noir, je disais un homme de couleur. Et ma collègue, qui était une avocate générale de la Martinique, disait mais arrête, dis noir tout simplement. Et donc il y a une évolution aujourd'hui considérable, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que cette lutte légitime contre le racisme finit par mettre tout sur le même plan. Je veux dire, cet épisode que je trouve mineur, dérisoire, avec des phénomènes de racisme beaucoup plus graves et qui peut-être là ne suscitent pas l'indignation qu'il mériterait. Oui, mais ça, c'est pas un argument. Ce que vous dites là n'est pas un argument. Hier soir, c'est un acte symbolique. C'est des joueurs qui, d'une certaine manière, prennent le pouvoir, mettent les caméras sur le monde entier pour dire, voilà, nous, on ne veut plus être traités comme cela. Mais donc, de justifier, de dire, il y a des choses encore plus graves, donc c'est parce qu'il y a des choses plus graves, il ne faut pas qu'il y ait cette chose-là, c'est pas un argument. Je n'ai pas dit ça, Pascal. J'ai dit qu'il y a un certain humanisme qui, à la longue, poussé jusqu'à l'extrême, mélange tout. Bon, Philippe Bilger, alors je vais vous poser la question différemment. Je disais que vous êtes un homme d'une génération. Est-ce que vous pouvez admettre l'idée que jamais vous ne pourrez ressentir ce que ressent un noir dans la société française, parce que précisément vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous pouvez admettre cette idée que si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous pouvez penser que les études ne vous sont pas accessibles de la même manière, que le journalisme, les médias, les situations ne vous sont pas accessibles de la même manière, et que le comportement, même pourquoi pas des policiers, c'est ce qu'a dit. Est-ce que nous pouvons admettre ça Pascal, ensemble, non seulement je l'admets, mais j'ai commencé mon propos en disant que vous aviez raison, en disant que ça a été perçu comme tel. Moi-même, j'ai connu des polémiques très sérieuses et qui m'ont conduit à m'interroger sur moi-même. J'avais formulé des propos que je trouvais parfaitement innocents, mais j'ai compris après qu'ils avaient été... Exactement. Alors, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif, donc, je crois. Et Thuram explique ça plutôt très bien, d'ailleurs. Bon, Rost. Voilà. Et merci d'être avec nous. On essaye d'apporter de la nuance ce matin. Ce n'est pas toujours le cas parfois dans nos émissions. Non, ça, c'est mais sûr. on est sur un fil et ça m'intéresse vraiment d'avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé hier. Oui, ça m'attriste d'entendre Philippe expliquer les choses de cette manière-là parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Justement, à force de minimiser les choses, à force de crier à chaque fois qu'on monte au créneau pour dire qu'on est dans la victimisation, on est en permanence, dès qu'il y a un acte et qu'on se lève, le mot on me sort à chaque fois, c'est la victimisation. Je suis désolé, moi je ne suis pas une victime, on n'est pas des victimes. On est dans des combats. On est dans des combats pour que chacun soit respecté. Le jour où on arrêtera de pointer les uns et les autres, à dire telle personne elle est noire, elle est blanche, elle est de telle origine, elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est juive, le jour où on arrêtera de considérer les gens comme tels, on avancera. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est historique. D'avoir ces footballeurs, ces milliardaires qui passent leur temps à subir et à ne rien faire, là qu'une équipe décide. Et on a eu, pendant 10 ans pratiquement, on avait une émission ensemble sur le foot. Et à chaque fois, je le disais quand il y avait ce genre d'acte, je dis, voilà, quand il se passe ce genre de choses, oui, il faut que les joueurs quittent le terrain. Oui. Les organisations aussi
n'ont jamais pris leurs responsabilités. J'espère que l'UEFA, cette fois-ci, prendra ses responsabilités et qu'à chaque fois que ce genre d'acte se produira, que les joueurs prendront leurs responsabilités. Mais j'entends bien, mais si j'avais très mauvais esprit, je vous dirais que les joueurs du PSG, je ne les entends pas sur les conditions au Qatar où ont été construits les stades. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'on pourra... Il y a toujours 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que ces joueurs qui sont payés par le Qatar ne s'indignent pas des droits de l'homme au Qatar. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Parce que si on veut aller dans ces sujets-là, il faut aller sur tous les sujets. Mais c'est un autre sujet. Bah oui, non, mais... ça. Oui, mais à la rigueur... Non, mais c'est un autre mais sujet. ça peut s'entendre. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas moi qui... C'est parce que j'avais mauvais esprit que je disais ça. C'est pas moi qui vais... En tout cas, c'est pas moi qui vais vous dire que je soutiens la plupart de ces joueurs-là, qui pour moi sont des lâches la plupart du temps. Bon, voilà. Après... Aujourd'hui, mais par exemple, hier, sur le fond de l'affaire, comment vous interprétez ? C'est ça qui m'intéresse. L'arbitre roumain désigne une personne en disant « c'est le noir ». C'est celui-là. Comment vous interprétez ça et qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, déjà qu'on dise l'arbitre roumain, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Il y a un arbitre... Il est roumain. Oui, mais bon, c'est pas, ça n'a aucune importance dans l'absolu. Ce qui compte... Alors l'arbitre. Oui, voilà, exactement. L'arbitre... désigne une personne en disant c'est un noir. Exactement. Enfin, mais c'est le noir d'ailleurs. La manière de dire les choses, elle fait toute la différence. Et puis comme dans les stades, en plus, il y a des précédents, enfin des permanents même, c'est même pas des précédents. Sur hier soir. Des permanents. Votre avis m'intéresse. Aujourd'hui, vous savez, on est à un tournant. Le monde entier. Et avant, on n'avait que les médias traditionnels pour avoir les informations. Donc, ils donnaient les informations qu'ils voulaient aux gens. Ce qui fait que les gens ne prenaient pas forcément conscience de l'ampleur des problèmes. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux... Mais répondez sur ma question, qui est simple. Je réponds à votre question, monsieur. Justement, oui, monsieur, vous m'appelez monsieur maintenant. Non, nos rapports se sont distendus. Vous prenez, c'est important. Avant, vous m'appeliez Pascal, on s'engueulait, c'était convivial. Maintenant, vous m'appelez monsieur. Donc là, j'ai pris 20 ans, là. Hein, bon. Non, mais moi, je pense qu'il faut à un moment que les gens... qui disent ça suffit. Et ces joueurs ont compris aussi. Mais je suis d'accord, mais ils ont compris. Mais j'en suis à 100% ils ont d'accord. compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus. On a eu l'affaire George Floyd, monsieur. Oui, mais restons sur hier soir. Oui, mais ça en fait partie. Mais non, c'est pas la même chose l'affaire George Floyd. C'est pas la même chose que. Je vous parle de la conscience que ça fait émerger chez beaucoup de gens. Même des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à ces problématiques-là. On est en plein dans le débat en plus sur les contrôles aux faciès. Oui. Et on se retrouve en plus avec ce genre de choses. Donc, c'est symboliquement, l'acte est fort. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, vous connaissez Marion Maréchal ? Je crois. Bon, vous connaissez de bonne ou de mauvaise réputation. Vous connaissez Ross ? Oui. Alors Ross, Ross, j'ai de l'affection pour lui parce que c'est un homme engagé. Donc on peut ne pas être d'accord toujours, mais c'est un homme engagé et notamment il a fait beaucoup pour le football et notamment au Parc des Princes à un moment où c'était vraiment très compliqué, le Parc des Princes. Ils se sont battus pour qu'il y ait moins de racisme dans les stades et ils ont gagné grâce à eux, grâce à leur action. Alors j'ai plusieurs réactions moi pour répondre un peu à tout le monde. La première chose c'est que moi je suis pas je n'y connais rien en foot. Je tiens à le dire quand même à titre liminaire, c'est très important. Non mais voilà. Beaucoup le disent, Pascal. je connais rien en foot. Vous n'aimez pas le sujet. Mais Pierre Ménès, je vais le réinterroger, il est là. Donc j'ai sûrement un regard qui est pas parfait. J'ai avoir du mal à avoir un avis sur est-ce qu'il y a intention, pas intention de racisme et tout. Je suis pas choquée, je vais vous le dire franchement, par le fait qu'il puisse y avoir une réaction des joueurs si vraiment il y a un fait raciste avéré. En revanche, et là je rejoins un peu ce que vous disiez Pascal, c'est qu'on aimerait, si vraiment il y a une conscience importante et une forme de militantisme qui s'installe à juste titre dans le football sur un certain nombre de sujets, qu'il y ait une forme de cohérence. Moi je vous rappelle quand même un fait relativement récent qui n'a donné lieu à aucune suite, qui m'apparaît quand même d'une extrême gravité. C'est-à-dire que quand on prend position de manière aussi forte et maintenant systématique contre le racisme, on aimerait par exemple qu'il en soit de même face à l'islamisme. Or là, du coup, je recherchais un peu sur Internet les noms. Je ne sais pas si vous vous souvenez, suite à l'affaire Paty, il y a quand même 4 joueurs, et non des moindres, parce que j'ai noté une partie de leurs noms, donc il y a Benzema, Sakho, Bakayoko, il y en a un quatrième, mais je ne sais plus lequel, qui ont liké à la suite... C'est ça, à la suite donc, de l'assassinat de Samuel Paty, le poste d'un champion de MMA... qui évidemment donnait son avis sur les caricatures et qui finit en disant qu'Allah lâche son châtiment sur quiconque empiète sur l'honneur de Mahomet. Je veux dire, c'est pas un petit sujet dans le contexte dans lequel ils ont liké. Alors liké, ça veut dire qu'ils ont dit j'aime ce message. Ils ont aimé ce post. Mais c'est vrai que ça a été. Est-ce que c'est ça qu'ils ont liké ou les propos qu'il y a eu avant ? Pardon, mais
Parce que Non, mais mais d'accord, ils ont liké mais ça. d'accord. C'est vrai. Non mais attendez, Ils ont liké. extraire Non, mais- un bout. Mais d'un- laissez d'un laissez propos, Madame c'est Maréchal. très facile Non, de mais d'accord, mais- sortir ça du contexte. Ils ont dans ce Vous texte. sortez ça du contexte, je suis pas Laissez Non, mais Madame moi, je peux vous Maréchal. le lire en entier si vous voulez. non mais je ne pense pas qu'un Benzema aille liker un propos qui la phrase- appuie l'assassinat la phrase de que je viens de ce vous que vous lire- dites est grave. La phrase que Ce je que viens vous dites est grave. je suis d'accord avec vous. Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'il y ait des suites, parce que cette phrase que je viens de vous lire telle qu'elle, elle est exactement et précisément à la fin du poste. Oui, à la fin du poste. Mais alors, que dit le poste auparavant? Et ben, le poste dénonce en effet les caricatures de Mahomet en disant qu'il n'est pas judicieux de laisser insulter des musulmans dans le monde entier. C'est l'esprit du poste. Et je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement grave. Et je relève une autre chose qui, moi, m'a interpellée, parce que vous avez raison de dire, à l'heure où précisément la société veut lutter contre les différences ethniques, les différences religieuses et pouvoir faire une forme d'égalité, il y a un message qui a été passé par les joueurs de l'équipe de France suite à l'affaire de Samuel Paty. Ils ont été sollicités par le ministère de l'Éducation pour faire une sorte de vidéo à destination des jeunes pour défendre la liberté dans l'école, l'éducation. Et il y a quelque chose qui m'a profondément interpellée, parce que dans cette vidéo, il n'y a aucun joueur musulman. Ce qui interpelle, si vous voulez, parce qu'on devrait être tous ensemble sur la question de l'islamisme et de la lutte contre l'islamisme. Donc je dis ça pourquoi? Par quoi vous définissez un musulman, en fait? Mais c'est eux-mêmes qui se... Dans l'occurrence, les joueurs... Parce qu'on a souvent ce même propos dans les manifestations. J'entends des gens dire, oui, mais dans la manifestation, les musulmans, ils devraient se... Mais il y a énormément de musulmans qui y sont. Est-ce que c'est marqué sur le front des gens, musulmans? En l'occurrence, les joueurs... Par quoi vous les définissez, en fait? Se revendiquent eux-mêmes musulmans. C'est une notoriété publique. Mais à quel moment vous avez entendu un tel dire, voilà... La plupart sont même engagés, voire financent même des mosquées à l'étranger. On l'a entendu. Non, mais je veux dire, mais c'est pas marqué sur leur front. En fait, en réalité, je veux aller dans votre sens. Donc, je ne sais pas pourquoi vous offusquez de ce mais c'est parce que les propos que vous sortez sont tellement outranciers que j'ai du mal. Pardon, en quoi c'est outrancier que de dire aujourd'hui qu'il y a une ambivalence de la part des joueurs entre d'un côté des gens qui se dressent, et c'est légitime sur la question du racisme, mais qui sont, pardonnez-moi, ambivalents, c'est le moins qu'on puisse dire, et je viens de vous en apporter la preuve, sur la question de la lutte contre l'islamisme. Donc si maintenant le football est un lieu de militantisme social et idéologique, très bien, mais dans ce cas-là, qu'on aille au bout de la logique et qu'on se dresse aussi sur la question de l'islamisme, qui a, pardonnez-moi, mais des impacts pour le moins aussi importants. La Coupe du Monde est au Qatar, tous les joueurs iront au Qatar. Et je réagis juste sur un dernier truc, parce que Pascal, vous dites quelque chose, moi, sur lequel je n'adhère pas du tout, et peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Je ne considère pas aujourd'hui en France que le seul fait d'être noir ou blanc ou d'une autre origine est en soi un facteur de discrimination. Je vous donne des exemples très concrets. Je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, un petit blanc en jogging casquette à Clichy a 10 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un Français noir en mocassin et en barbour qui se balade dans le 16e arrondissement. Je considère que Sibeth Ndiaye... Non mais c'est... Parce que la question, en réalité, elle est d'abord sociale. C'est ça, la réalité. Que Sibeth Ndiaye... Non, mais c'est drôle, d'ailleurs, parce que la gauche qui passe son temps à lire la politique uniquement à travers les questions sociales, sur les questions de racisme, elle l'occulte complètement. Oui, mais il y a un vrai problème de fond. Je vous donne un exemple. Sibeth Ndiaye, qui est une fille de l'élite... Sibeth Ndiaye, pardon, qui est une fille de l'élite africaine. Qui, aujourd'hui, je considère, a beaucoup plus de chances de pouvoir accéder, et d'ailleurs elle l'a fait, aux grandes écoles françaises ou à des très hautes responsabilités que, pardonnez-moi, mais Kevin, petit blanc de son état, né au fin fond de la Picardie, qui, lui, ne verra jamais, même ne serait-ce que la perspective, un jour, de pouvoir accéder aux grandes écoles et aux hautes fonctions dans ce pays. Donc, si vous voulez tout ramener à la question raciale en disant, aujourd'hui, le fait d'être noir ou le fait d'être jaune fait que, par essence, vous êtes discriminé en France, c'est faux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'abord la question sociale et éducative qui est un facteur prépondérant discriminant. Voilà, je voulais juste réagir à ça parce que je trouve que c'est une mauvaise manière d'aborder les choses. Non mais que... Najwa El Haïty qui ne s'est pas encore exprimé. Oui, j'ai écouté avec attention. Non mais c'est vrai que le Qatar, c'est un bon exemple. Je ne vais pas m'acharner contre le Qatar. La Coupe du Monde a lieu au Qatar. La prochaine, tous les joueurs iront. Mais non, mais alors que c'est pas un pays où les droits de l'homme sont le plus respectés au monde. Disons-le comme ça. Les joueurs, vous parlez du militantisme. Non, mais je suis le premier. Les joueurs ne sont pas des militants. Là, il y a un acte. Je veux bien intervenir là-dessus. Najwa El Haïty. Je ne suis pas intervenue sur cette question. Najwa El Haïty. Excusez-moi, mais j'ai entendu religieusement. Religieusement, c'est pas oui, mais la laïcité, excusez-moi, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Je préférerais que vous ayez écouté laïciquement. Oui, mais la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc je reprends mes propos. Donc bien sûr que le combat contre l'islamisme,
contre le racisme doit unir tout le monde. Et ce qui est juste, c'est qu'on constate que quand des footballeurs s'expriment, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il y a du deux poids, deux mesures dans leur combat. Je pense aussi, vous parliez de l'islamisme, vous parliez de racisme, mais je pense aussi aux violences faites sur les policiers. Enfin, elles existent quand même. Il y a des bavures policières qu'on ne peut ignorer, ce qui est très juste. Mais à côté de cela, j'aimerais bien entendre des artistes et des footballeurs se lever aussi contre les violences faites vis-à-vis des policiers. Côté. Alors Pierre Manès nous écoute et je voulais savoir, Pierre, d'abord ce qu'il pense de notre débat et s'il a peut-être un commentaire ou une réaction à proposer. Oui, j'ai un commentaire sur ce qu'a dit Marion Maréchal sur le spot avec les joueurs sur l'équipe de France, sur le fait qu'il n'y a pas de musulmans. Bon, en même temps, elle a prévenu au départ en disant qu'elle connaissait rien au foot. Elle nous l'a prouvé en disant ça, c'est que des joueurs musulmans en équipe de France, il n'y en a pas. Ponctuellement, en ce moment, il n'y en a pas. Ça aurait été quand même assez savoureux que Benzema intervienne dans cette vidéo de l'équipe de France alors qu'il en est banni depuis des années. Et puis après, il y a une question de disponibilité. En ce moment, le calendrier des joueurs est surchargé à cause du Covid. Là, on a quand même une période avec les matchs internationaux où les joueurs ont pu jouer 18 matchs en 8 semaines, ce qui est absolument aberrant. Donc forcément, il n'y a pas à appuyer sur le bouton pour savoir si le joueur il est dispo pour faire une vidéo ou pas. Ça, c'est un point. Et sinon, je rejoins Rost dans son propos. Ce qui s'est passé au parc hier soir est la conséquence de plein de choses. Et on reprochait souvent aux footballeurs, lorsqu'il y avait des choses racistes, de ne pas réagir, de ne pas quitter le terrain. Un des derniers gros incidents à ce niveau-là, c'est quand Koulibaly, le joueur sénégalais de Naples, a été victime d'insultes racistes à Rome. Et Carlo Ancelotti, qui était l'entraîneur de Naples à l'époque, a dit « La prochaine fois, on quittera le terrain ». Et moi, j'avais dit « Mais pourquoi la prochaine fois ?» Et là, je pense que c'est pas une prise de conscience, c'est une accumulation. Et après, pour répondre à la dame à côté de Rost... Najwa El Haïté. Comment ? Najwa El Haïté. Mon prénom, Najwa. Bonjour, Najwa. Bonjour. Je pense que... Kylian Mbappé, dont la mère est algérienne et dont le père est camerounais, qui est né à Bondy, il est peut-être plus sensible quand le producteur se fait tabasser par des flics que quand des flics se font tabasser. Je ne dis pas qu'il a raison de faire une différence au niveau de ses commentaires sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est plus sensible au premier acte qu'au deuxième, et que c'est pour ça qu'il réagit à l'un et pas à l'autre. Après, s'il était conseillé, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait pu lui dire « Si tu as fait ça sur Michel, je crois, le producteur, réagis sur les flics. » Mais bon, personne ne conseille Kylian Mbappé, il fait ce qu'il veut tout seul. Et je trouve qu'à 22 ans, c'est plutôt louable. Bon, on va marquer une pause. D'abord, ce que vous dites est possible, Pierre, mais il y a peut-être aussi, ne soyons pas dupes, d'autres motivations. Et les motivations de toutes les personnalités aujourd'hui médiatiques, c'est souvent de se placer du bon côté de l'idéologie dite dominante. Et ils savent qu'il y a moins de coups à prendre lorsqu'on se met d'un certain côté que dans l'autre. Disons-le, Pierre. Pour certains, c'est clair. Non, mais disons-le. Et c'est vrai que moi, je suis frappé souvent combien les personnalités, je le dis tous les matins, les médiatiques, je mets les footballeurs, bien sûr, je mets les hommes politiques, je mets les journalistes, je mets les artistes, je mets les chanteurs, etc. En gros, il y a une idéologie commune, ou en tout cas des prises de paroles qui sont communes. Je remarque d'ailleurs que beaucoup d'entre eux sont montés au créneau quand ils ont vu, à partir du moment où ils ont vu... Et que les policiers, on ne les défend pas, c'est tout. Il y a eu plein de gens qui sont descendus dans la rue. C'est à partir de là que certains ont commencé à se positionner. Alors on va marquer une pause, mais c'est vrai que quand un policier est frappé... je l'ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours, Libération dit la nausée. Quand Michel Zecler est frappé, à juste titre d'ailleurs, Libération écrit la nausée. Quand un policier est canardé, brûlé, tout un samedi par des Black Blocs, personne dit la nausée. Et M. Griezmann dit... Ne dis pas j'ai mal à la France. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais non, parce que ce qui s'était passé à République lorsque ce policier... Je le dis parce que c'est un fait, c'est pas polémique. Non, mais la pub. La pub.
La pub. La pub, et vous restez avec nous. À tout de suite. Et c'est un succès. Ils sont pas là. Bon, Philippe Bilger, Rost, Marion Maréchal, Najwa El Haïté et Pierre Ménès qui est toujours avec nous. Donc vous savez de quoi nous parlons. Nous parlons de ce qui s'est passé hier et d'un instant qui sera... Alors j'ai beaucoup entendu le mot historique, je ne sais pas si c'est l'adjectif qui convient, mais en tout cas c'est une première que des joueurs de football se sont, révoltés contre... Moi j'y vois aussi une forme de racisme ordinaire qu'ils ont voulu combattre. Vous voyez, et ça, c'est peut-être encore plus intéressant. C'est l'étape supérieure. Parce que les insultes racistes, elles sont condamnées par tous. En revanche, ce qui n'est pas condamné par tous, et sur lesquels peut-être on doit tous travailler, c'est une forme de racisme ordinaire. Vous voyez, et ça, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif, ou le biais de pensée. Si je peux contredire Pierre Ménès, qui connaît infiniment mieux le foot que moi, je crois savoir que, par exemple, un grand joueur Martial de l'équipe de France est musulman. Ça n'a rigoureusement pas la moindre importance, mais dans la mesure où il fait les signes qui démontrent ça, il me semble qu'il est musulman. Oui, deuxième élément, non, mais juste, je voudrais vous répondre, Rost. Et j'ai bien conscience d'être dans un registre peut-être discutable. J'ai trouvé depuis toujours scandaleuses les injures, j'allais dire, de type bestial. Combien de joueurs ont été traités de singes, étaient scandaleux, et j'ai trouvé trop lentes les réactions, et peut-être ai-je tendance à considérer qu'il y a des choses infiniment plus graves que d'autres, et notamment celle-là. Et troisième élément, pour moi il est important, mais je dis pas que ça démontre la validité, on entend tellement d'absurdités sur les Blancs. On entend tout de même Adèle Haenel venir dire... Le simple fait d'être blanc constitue un acte de racisme que peut-être j'ai tendance à m'emporter dans une sorte de polémique et à nier le caractère regrettable de ce qui s'est passé. Philippe, c'est pas moi qui vais vous accuser de racisme. On se connaît assez bien pour savoir que vous ne l'êtes pas. Mais par contre... On sent quand même une tension, une opposition aujourd'hui de ce qui arrive aux États-Unis et que notre société, elle arrive sur des combats noir-blanc. Moi, je n'ai jamais connu ça dans les années 70-80. J'ai grandi dans une société où ce type de combat n'existait pas. Et aujourd'hui, les fractures deviennent... C'est-à-dire que les positions se sont crispées et on sent... Et c'est pour ça. Et vous savez pourquoi en partie ? Vous savez pourquoi aujourd'hui, vous avez une multitude de médias. Vous avez les informations qui passent en permanence. Et lorsqu'on appuie uniquement sur la différence des gens, lorsqu'on présente les gens, ça fait combien d'années qu'on fait des émissions ensemble et combien d'années je combats cette façon de faire, de présenter les gens en disant... Il est musulman, il est juif, il est catholique, il est... on remarque, c'est souvent d'ailleurs les musulmans ou les juifs qu'on pointe le plus. Mais c'est pas vrai, les gens de la manif pour tous qui m'écoutent, ils ont été caricaturés comme des Versaillais avec des anneaux ou des cerceaux sur la tête et une petite bourgeoisie, bon chic, bonjour, Cyrillus. Et ils sont pas descendus. Laissez-moi terminer. On ne peut pas arrêter ça. Si, il faut. On peut pas arrêter. C'est-à-dire que vous êtes dans une... Il faut arrêter de catégoriser. Vous pouvez pas catégoriser les gens et après reprocher le fait qu'on ne pointe les doigts les gens que par ça. Je vous répète, moi ce que je souligne, c'est qu'il y a des gens dont on peut se moquer et des gens dont on peut plus se moquer en France. Par exemple, les Bretons, vous pouvez vous en moquer. Les paysans, vous pouvez vous en moquer, personne ne dira rien. Vous pouvez caricaturer leur accent, tout le monde s'en fiche. Les bourgeois de Versailles ou la bourgeoisie marseillaise catho avec 6 enfants, etc., on a le droit de s'en moquer dans l'espace médiatique et personne ne dit rien. Et puis en revanche, il y a des gens dont on ne peut plus se moquer, dont on ne peut pas faire de blagues. On est en France, je pense qu'on peut la liberté d'expression, elle doit être totale. Là où je rejoins... attention. Ouais, mais... Vous dites la liberté. Oui, je suis désolé. Moi, je suis de ceux qui disent que on doit être intransigeant là-dessus. Là où je rejoins Rost, c'est que aujourd'hui, les gens ne se taisent plus. C'est-à-dire que les gens de couleur ou les gens d'origine maghrébine, les gens de couleur, les gens de couleur ou les noirs. Moi-même, attends. Alors ça, est-ce que c'est un racisme ordinaire de dire ça ? Mais alors, peut-être
attendez, moi je suis française de... Mais oui, mais pas justement, de c'est ça qui est origine intéressant, de dire gens de couleur. Mais donc- Et ben ça, tout ça, Mais donc, eh ben, c'est ça fait rentré dans partie le de ce vocabulaire. racisme ordinaire, Et donc, justement. non, mais alors, le problème, moi, là, Ouais, mais attendez, j'ai pas terminé. Najwa et après Marion Ouais, Maréchal. j'ai pas fini. Allez-y. C'est-à-dire que là, il y a une véritable prise de conscience et eh bien, les Noirs, aussi les Français d'origine maghrébine ne se taisent plus et dénoncent cela. Et dans le foot, c'est ce qui se passe. Dans différents milieux, dans le droit, c'est ce qui se passe. Vous savez... Sur les médias. Et je vais vous citer un exemple concret. Moi, mes parents, eh bien, mon père, il a été traité de bougnoul. Eh bien, mon père, il baissait la tête, il disait rien. Ouais. Il disait rien. Nos parents ne disaient rien. C'est vrai. Or, on est d'une génération aujourd'hui qui menons des combats pour l'égalité. Et c'est là où je rejoins Ross. Donc, on Marion ne se tait- Maréchal. Et après, je vous citerai un Et c'est exemple. pas parce faire un que discours indigéniste, attention. Hein. Dès qu'on voit un film des années 60, 70, 80, on est frappé combien beaucoup de dialogues sauteraient. Je vais vous citer simplement un exemple. Dans Le Professionnel, que j'ai revu comme ça par hasard, parce qu'il passe sans arrêt. Et j'ai vu que la dernière scène, quasiment, vous avez ce président qui vient d'un pays africain qui s'appelle le président Jamila, je crois, dans le monde. Et Belmondo, à la fin, va le coincer d'une certaine manière. Et ce président est en train de tirer, il est à son bureau, il est en train d'ouvrir son tiroir pour enlever un revolver. Bon. Et il essaye de surprendre donc Belmondo. Et Belmondo voit qu'il fait ça. Donc Belmondo arrive sur lui et lui dit, tu vois, même malin comme un singe, ça veut plus rien dire. Il dit ça à un noir, on est en 1980. Et c'est signé Michel Audiard. Et c'est dans un film de l'époque. Et personne à l'époque ne dit rien, même malin comme un singe. Bon, eh bien, tant mieux si la société elle a évolué pour ne plus arriver à ce type de dialogue dans des films. Marion Maréchal. Oui, alors je suis désolée, du coup je reviens un tout petit peu en arrière pour ceux qui ont vu la première partie, parce que j'ai été directement interpellée. Oui. Mais je tiens à dire que si, c'est une... Par Pierre Ménès, qui vous écoute. Il y a, en effet, on va pas revenir 3 heures là-dessus, mais il y a des joueurs musulmans à l'intérieur de l'équipe de France. Et d'ailleurs, pour réagir, parce qu'on a un peu échangé au moment de la pause, mais je trouve ça... Leur présence était intéressante. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit vous-même, ils ont une influence sur les jeunes. Et vous l'avez précisé tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais c'est normal d'une certaine manière que certains joueurs prennent davantage position sur les questions du racisme que sur les violences policières, parce qu'ils se sentent davantage concernés, parce que voilà, ça les touche plus par leur histoire. Ok, ça s'entend, sauf que ça s'entendrait dans l'autre sens. Dans ce cas-là, on pourrait attendre que ces joueurs-là, justement, s'investissent, parce qu'ils ont une influence spécifique auprès de la jeunesse qui pourrait être d'origine étrangère ou musulmane, et donc ils ont aussi un rôle à jouer. C'est pour ça que j'étais interpellée dans cette vidéo et que j'étais chagrinée par ça. C'était pas l'idée de jeter l'opprobre sur les uns ou les autres. Je trouvais que c'était dommage. Pour vous répondre sur la question, c'est marrant sur la question des gens de couleur, parce qu'en fait, moi, je vais vous dire, je ne sais plus ce que je dois dire. C'est-à-dire que si je dis... noir. Non, mais le problème, c'est que vous dites ça, vous, mais objectivement, on dit black parce qu'on dit si on dit noir. Justement, aujourd'hui, c'est la boboisation du truc en disant je veux pas te dire le noir. Moi, je suis d'accord. J'ai dire envie de dire, pour moi, il n'y a pas d'insulte à dire vous êtes blanc. Mais oui, sauf que vous dites ça. À la rigueur, en quoi c'est un Mais là, c'est l'arbitre l'a dit. L'arbitre l'a dit. Alors, ça a été. c'est comme en justice, vous avez. Laissez terminer Marion. L'intention. Oui. En justice, vous avez ça, l'intention. C'est l'intention, la manière dont c'est dit. C'est ça qui change tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un. Vous savez comment ça a été dit hier soir ? Vous avez vu les images comme tout le monde. Hein. Cet incident. Non, on a les images après, mais on n'a pas le moment. Comme tout le monde. dit négro. On l'a pas ce moment-là. Vous vous dites comme tout le monde, on n'a pas le moment. Ceux qui ont réagi sur l'instant, si la personne a réagi de cette manière-là, c'est que il y a eu l'acte qui a fait qu'il a réagi de cette manière. Je pense pas qu'il soit levé d'un coup à dire ouais putain pourquoi tu me traites comme ça. Marion Maréchal. En tout cas, tout ça pour dire que c'est marrant parce que vous dites gens de couleur, c'est un racisme ordinaire, alors que je pense que les gens qui disent gens de couleur, c'est justement parce qu'ils essayent de pas dire non parce qu'ils ont peur. Non mais parce qu'ils ont peur justement de choquer. Parce que la réalité c'est qu'on ne sait plus la manière dont on peut le dire tellement la susceptibilité est à fleur de peau. Ensuite, je réponds à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le discours assez habituel de dire oui finalement cette cristallisation des tensions qu'on voit aujourd'hui sur le plan social, sur le plan ethnique, sur le plan religieux qui arrive en France. On voit bien le discours, c'est de ceux qui, d'une certaine manière, soufflent sur les braises. Voilà. C'est un peu comme d'ailleurs sur la question de l'insécurité et du terrorisme. C'est quand même extraordinaire à chaque fois d'expliquer que ceux qui essayent de dénoncer une situation, d'alerter sur les risques qu'elles peuvent engendrer, à savoir des conflits de plus en plus forts, soient ceux qui sont considérés comme à l'origine des problèmes. Ça veut dire que c'est pas des gens comme moi, par exemple, pour faire simple,
qui dénonce l'islamisme, qui va armer l'islamisme. C'est pas de mon fait, c'est aujourd'hui dans les écoles de la République, des gamins musulmans refusent de faire la minute de silence. Voilà, c'est pas de mon fait si aujourd'hui il y a une part significative de la délinquance qui est issue d'une délinquance étrangère. Je parle de nationalité, là, je ne parle pas d'origine, parce que les statistiques de nombre d'étrangers en France dans les prisons en attestent. Donc tous ces problèmes mis bout à bout, qui sont des problèmes en lien avec l'immigration, qui ne se confondent pas avec une stigmatisation des personnes immigrées, sont des problèmes qui sont relevés dans le débat public. Et parce qu'on les relève, on est systématiquement considéré comme à l'origine de ces problèmes. Ça me paraît être un raccourci un peu surprenant. J'ai l'impression que vous avez vous pensez être les seuls à dénoncer ça. Non, il y a d'autres personnes qui vivent sur le terrain. Nous-mêmes, on dénonce ça. On dénonce ce qui se passe dans certains quartiers. Sur la question, par exemple, du terrorisme, venez voir, venez avec nous. Vous allez voir les combats qu'on mène. Vous êtes formidable, moi je le dis, je suis raciste. Les combats qu'on mène sur le terrain. Nous, on a fait un film avec lequel j'ai fait une tournée pendant pratiquement 3-4 ans pour faire justement de la prévention auprès des jeunes, pour les alerter sur les dangers du terrorisme. Donc on le combat sur la violence, sur la délinquance dans les quartiers, on le combat sur la question justement, mais sauf que, à contrario, nous, c'est que les causes qui conduisent parfois certains nous on les connaît par cœur, et ces causes-là, on veut combattre la conséquence, mais on veut aussi combattre les causes. Or, beaucoup d'entre vous, vous prenez toujours la conséquence et vous attaquez jamais à la cause. C'est ça qui est dommage. Oui, et donc, quand on parle de la question de la stigmatisation, évidemment... Entre vous, c'est... Non, parce qu'elle disait que... Beaucoup d'entre vous. Non, mais parce qu'elle dit qu'elle fait partie de ceux qui dénoncent ça. Vous dites qu'on dit la même chose, mais sauf que vous, quand vous le dites, vous êtes formidable et moi je suis raciste. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire. Non, parce que vous ne pointez que la conséquence. Mais non, mais bien sûr que si. Vous ne pointez que la conséquence. Là où nous, on peut pointer la conséquence, mais on veut combattre les causes. On n'est pas d'accord sur les causes. C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a un racisme de base, que les Français sont racistes de base. Mais pas du tout, mais non. Alors, moi, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est un peu ça le discours de fond, c'est qu'il y a un racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, c'est ça. Ça veut dire que la France n'est pas raciste, mais il y a des racistes en France. Voilà, mais donc c'est pas le racisme ordinaire. Non, mais ça partout, pardon. Mais donc, ce qu'elle dit, parlez pas d'un racisme ordinaire, parce que le racisme ordinaire, c'est quelque chose de culturel. Pardon, le racisme ordinaire, c'est quelque chose de culturel. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne crois pas au racisme culturel des Français. Je pense qu'il y a d'abord, si les discriminations agissent, une dimension sociale qui est prépondérante. Voilà, on n'est pas d'accord sur les causes, déjà, à la base. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Et sur l'histoire, Rost, effectivement, aujourd'hui, disons-le, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup, ces sujets-là, les jeunes issus de l'immigration qui habitent en France ont un rapport compliqué avec l'histoire de notre pays, parce que, pour faire... vite, ils ont le sentiment que la France a colonisé, s'est conduit n'importe comment, a abîmé les cultures dans lesquelles la France intervenait et qu'a laissé les pays dans un état de délabrement total avec la décolonisation. Je résume. Alors ça, c'est justement, c'est la caricature qu'on en fait. Non, mais c'est ce que les jeunes pensent, moi je les entends. Non. Alors que les gens de... la chose est bien plus complexe. Et quand Emmanuel Macron a dit cette phrase, d'ailleurs qu'il ne dirait plus aujourd'hui, visiblement, la colonisation est un crime contre l'humanité, ça a renforcé cette idée-là. Et je pense que cette phrase, il ne la dirait plus. Donc tout ça explique. Les nouvelles générations se foutent complètement de ces histoires de colonisation. Les nouvelles générations, c'est autre chose. Vous avez une génération intermédiaire, entre guillemets, qui est un tout petit peu plus âgée que moi, par exemple, qui, elle, a beaucoup été là-dessus. Mais les nouvelles générations, elles s'en foutent. Elles sont au quotidien. C'est-à-dire qu'eux vivent dans des quartiers où on a parqué des gens des mêmes conditions sociales, dans les mêmes blocs, pendant des décennies. On a parqué volontairement. Et qu'on a fait, on a ghettoisé certains endroits. Et que, du coup, aujourd'hui, on a les conséquences de ça. Et ces jeunes le subissent. Et en plus, ils ont vu leurs propres parents, qui ont trimé comme des malades pendant des décennies, qui aujourd'hui n'ont même pas de quoi payer leur loyer. Et on est loin du match d'hier soir, mais c'est intéressant pour ça. Et la nouvelle génération ne veut plus. Mais c'est ce que disait Najwa. Philippe Bilger. Que tu as avec votre talent habituel, vous êtes en train de faire de votre exception une règle générale. Mais non, parce qu'on est plein, il y en a plein. Vous permettez, il y en a plein qui le font sur le terrain. Lorsque vous dites que vous ne vous occupez pas seulement des conséquences, mais des causes, je dirais que la plupart du temps, à l'égard de ces problèmes
qui pourrissent la quotidienneté, certains ne s'occupent que des causes et ont tendance à adopter une vision sociologique pour précisément avoir beaucoup trop d'indulgence à l'égard des conséquences. Et vous êtes une exception. Votre discours, il n'est pas majoritaire. Oh si. Ah, mais venez sur le terrain. Moi, je vous invite tous à chaque fois à venir sur le terrain. Il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre. J'ai scrupule à vous contredire dans la mesure où vous êtes là-bas. Mais j'ai une certaine culture. Non, mais moi, par rapport à... Mais il y a parfois une... comment dire, effectivement... des choses qui ne sont pas aussi parce que vous avez de bonne foi que vous pouvez l'être. Partout, Pascal. C'est fait pour oublier les conséquences. En effet, rappeler... il y a instrumentalisation parfois, convenez-en. Oui, mais dans l'affaire Assa Traoré, disons-le, il y a... Dans l'affaire Assa Traoré, il y a instrumentalisation. Oui, mais parce que ce sont des militants. Enfin, c'est votre point de vue. Non, mais c'est votre point de vue. Non, mais là, Pascal... Non, mais je peux intervenir. C'est instrumentalisation. Évident. Non, mais revenir... Mais vous voyez comme c'est intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, je dis très peu de choses aujourd'hui, parce que je vous écoute et je trouve que c'est passionnant. Mais on est parti du match, et on est sur un sujet central de la société française. Eh oui. Et ça, c'est intéressant. Le jour où vous irez sur ces débats-là, on avancera. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes gonflés. Alors ça, vous êtes. Non mais tiens, je m'en vais. Dans le fond, je m'en vais. Mais on est où là? Vous êtes vraiment gonflés en fait. Oui, peut-être. Je fais un débat spécialement là-dessus. Je ne dis pas un mot depuis 9 heures parce qu'effectivement, il y a ce qui est rare. Mais quand je préfère vous écouter que moi je sais ce que je vais dire. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je préfère vraiment vous écouter, Najwa? Non mais rappelez que bien sûr qu'il n'y a pas de racisme systémique en France. Ça, on est tous, pas tous, partagés. On n'est pas tous. Voilà, pas tous, mais en tous les cas, la majeure partie d'entre nous le pense. Donc pas de racisme systémique, mais néanmoins un racisme qui existe. Je suis désolée, Ross le rappelait très justement. Et anti-blanc nos aussi. Combats. Oui, et anti-blanc. Mais le racisme, c'est le racisme. Nos combats, ils sont pour l'égalité des chances, l'égalité des droits dans tous les quartiers. Et quand Ross dit, mais on est nombreux à lutter contre l'islamisme, mais c'est une réalité. Simplement, il y en a qui viennent pas avec leurs affiches en disant, eh bien, pas en mon nom. Moi, par exemple, on m'a dit, je tairai qui m'a demandé de le faire avec d'autres. On m'a dit, Najwa, suite aux attentats racistes, pourquoi vous venez pas avec vos affiches Not in my name? J'ai dit, mais il n'en est pas question. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie. Moi, je me définis comme citoyenne française avant tout. Je me définis pas par ma religion. Et on est nombreux à le penser. Après qu'il y ait une minorité de militants indigénistes que là aussi nous combattons, eh bien ils sont dans l'idéologie et voilà, on lutte aussi contre cela. Après, je reviens aux discriminations et vous le disiez très justement, Pascal. Si on mettait en avant, puisque tout est symbole, eh bien si on mettait en avant des Noirs, des Français d'origine, et j'aime pas parler comme ça, mais bon, ça permet d'être clair dans le discours, des Français d'origine maghrébine dans les médias. Vous savez, moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, mais Najwa, t'as de la chance d'être dans les médias parce que vous êtes quelques-uns et c'est une minorité et c'est pas assez. Les symboles sont extrêmement importants. Ils existent dans la société française, que je sache. Oui, mais dans les médias, vous-même, vous le disiez, il n'y a pas assez de présentateurs. Qu'il n'y en ait pas assez. Alors, dans la magistrature aussi. Mais je vais vous dire, pardonnez-moi, alors là, dans la magistrature, vous avez plein de gens, mais s'il y a un domaine où aujourd'hui la diversité existe, c'est précisément les médias depuis 10 ou 15 ans. Ah bon? Les sports. Le journal télévisé, vous voyez... À une époque, on avait avancé. J'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui quand même... Quand Delphine Ernotte... Aujourd'hui, on recule depuis 2 ans. Quand Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, dit « Mon second mandat sera placé sous le signe de la diversité ». C'est récent. C'est récent. Et puis quand il y a des preuves d'amour, il y a des actes aussi. Bon, alors Pierre Ménès est là toujours, et puis après Marion Maréchal. Pierre, on est loin du football, hein. Mais quand on dit que le foot est finalement le miroir de la société, c'est un exemple hier, et peut-être que cet moment symbolique fera avancer les choses. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant et c'est ce qu'il faut saluer, Pierre Ménès. Oui, enfin bon, moi je suis un spécialiste de foot, je suis là pour parler de foot, je suis pas là pour faire
une guéguerre avec Marion Maréchal ou avec Rost, parce que je trouve qu'il y a des choses justes dites de part et d'autre. Mais pour en revenir au match hier, effectivement, normalement, je dis bien normalement, et en tout cas j'espère que plus rien ne sera jamais comme avant au niveau du foot. Et je n'occulte pas les valeurs des joueurs, le pouvoir médiatique des joueurs, et peut-être que le fait que dans le football, il y ait une lutte forte contre le racisme va faire peut-être boule de neige, ce que j'allais dire tâche. Donc, c'est terrible votre émission parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. Mais on a le même problème. Mais peut être retenu contre vous. Je suis d'accord, mais boule de neige, ça passe parce que c'est un peu de blanc dans boule de neige, ça passe. Oui. Donc voilà, enfin, j'espère que le foot va devenir. Le foot a longtemps été victime du racisme, avait un peu, comme j'ai tendance à dire, le short sur les chevilles par rapport aux actes de racisme. Hier, il y a eu une révolte, et j'espère que dans le football, quand on aura le bonheur qu'il y ait de nouveau des supporters dans les stades, ça veut dire qu'il y aura aussi des cons qui reviendront, et que ceux-là ont envie d'insulter un joueur de couleur sur le terrain. Et ben, j'espère qu'il y aura des réactions aussi fortes, et que cette réaction du footballeur professionnel permettra de rejaillir sur une partie de la société, et surtout que les footballeurs, beaucoup de footballeurs sont issus de la banlieue, et que eux, ils ont une valeur éducative et une position de leader à mener dans ce combat. Bon, je vous remercie. On va marquer une page de pub. Pierre Ménès, je vous remercie. Le Canal Football Club, c'est désormais le samedi. Vous n'avez pas une idée pour entraîner Nantes, Pierre Ménès? Vous n'avez pas un entraîneur? On peut pas changer de président plutôt? Ah non, arrête, dis pas. Attends, non, dis pas ça parce que franchement, c'est un président qui a investi beaucoup. Et qui a fait... s'il n'était pas là, le club serait peut-être mort aujourd'hui. Donc, il faut pas être à charge et faut être à charge et à décharge. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites, mais saluons son engagement. Cher Pierre Ménès, je sais que vous disiez ça au second degré parce que vous l'aimez beaucoup. Merci, cher Pierre Ménès. Merci à vous. On va marquer une page de but. Alors, je suis un peu ennuyé parce que théoriquement, on devait parler du Covid, on devait parler du cinéma, on devait parler du vaccin, on devait parler du séparatisme. Que me dit Marine Lançon? On devait parler... et des restaurateurs. On a un restaurateur qui est avec nous. Mais c'est tellement intéressant, votre discussion, que je suis ennuyé. Donc, je vais réfléchir, ce qui est assez rare chez moi. Oui, mais, je confirme. Vous en mettez juste 2 minutes. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais on va marquer une page de pub et je vais réfléchir. Que dites-vous, Marion Maréchal? Non, mais moi, je voulais juste répondre rapidement parce que j'ai entendu un propos qui m'apparaît contribuer à une forme de rejet de la France. C'est-à-dire que quand on dit l'État a parqué des gens, l'État a fait des ghettos, c'est faux. Il n'y a pas eu d'intention jamais des gouvernements français de parquer des gens d'origine étrangère dans tel ou tel. Il y a eu... Non mais si, vous dites l'État a parqué... Laissez terminer parce qu'après... C'était peut-être pas votre intention, mais ce que vous avez dit... Alors vous allez le dire après la publicité. Oui, d'accord. Vous allez le dire après la publicité. Voilà. Parce que ça va me permettre de réfléchir. C'est un moment toujours intéressant. À tout de suite. Voilà. Marion Maréchal, Prost. Nous avons réfléchi et nous allons continuer. Que disiez-vous? Non, il disait une chose. Non, mais c'est déjà entendu à votre sujet. Ouais. Mais non, mais alors je vais vous dire ce qu'il disait. C'est faux. Je vais vous dire ce qu'il disait. Parce que ici, nous sommes dans la transparence et après, vous pourrez répondre. Je disais, mais vraiment, une situation qui est vraie. Au fond, ça me fait de la peine, ces situations. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une France qui était apaisée et où ces sujets-là n'existaient pas et où chacun, me semble-t-il, pouvait s'entendre, pouvait avoir... Bon. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas et qu'il y a des tensions. Et vous avez dit, en me pointant, vous y contribuez. Eh oui, mon cher Pascal. Ce que je récuse, c'est l'argument que disait Marion Maréchal tout à l'heure. C'est-à-dire que celui qui pointe les soucis, c'est lui qui est le coupable. C'est exactement le même raisonnement de Marion Maréchal. Il faut un équilibre des opinions. Mais qu'est-ce que vous faites sur ce plateau? Oui, c'est pas un équilibre. Et Najwa El Haïty. Aujourd'hui. Mais vous êtes tous les jours. Mais à chaque fois que j'ai cette discussion sur mon plateau, à chaque fois que j'ai une discussion sur mon plateau, les gens disent ah oui aujourd'hui effectivement. mais Pascal, mais c'est tous les jours. Non. En revanche, Marion Maréchal vous répond parce que vous avez dit l'occasion tout à l'heure on a parqué. Et vous aviez commencé votre raisonnement. Et puis après, je salue notre restaurateur de Marseille qui nous attend depuis une demi-heure parce qu'effectivement, on devait faire une émission différente.
Lequel ? Lequel Lequel restaurateur, vous voulez que je vous dise son nom ? Monsieur Marty. Ça, vous êtes bien avancé. Ah ben oui, Non, mais j'ai déjà entendu. Bah, écoutez, alors je le salue, Monsieur Marty. Il est avec nous. Et comme notre émission est un peu chamboulée, mais vous voyez, c'est le charme de cette émission, puisque rien de ce qu'on avait prévu, nous le faisons ce matin. D'ailleurs, je vous souhaite Marion d'avoir Maréchal. fait cette provocation pour éviter de parler du Covid sur la dernière. Bah, tant mieux, tant mieux. Je trouve qu'en plus, il y a une Ça va atmosphère moins agréable sur ce plateau. C'est qu'on peut parler des choses, vous voyez, sans se crier dessus. Et c'est ce que je lui disais à la pause, c'est dommage qu'elle soit au Front National. Mais elle n'est pas au Front On aimerait National. bien la récupérer de l'autre côté de la barrière. Ça serait une bonne chose. Et mais même pourquoi avec votre présence, ça d'abord- reste calme. d'abord, J'ai elle connu certains plateaux où vous étiez... D'abord, elle n'est plus au Front National, comme vous le savez, et le Front National n'existe plus. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Enfin, bon, on se comprend. Ouais, mais les idéologies perdurent. Et si vous suivez bien, si vous suivez bien, comment dire, Marion Maréchal, elle est précisément sur un autre chemin. Bah, j'espère bien. Peut-être qu'elle reviendra du bon côté, le côté positif. Mais faites attention, parce que le chemin peut être plus encore à droite, ou plus engagé. Faites attention, vous savez. Bon. Marion Maréchal, Écoutez, répondez sur le terme parquet parce que c'était intéressant. Non, alors écoutez, non, juste parce que, alors vous m'avez dit juste après, c'est pas ce que je voulais dire. Mais j'entends, mais du coup, comme c'est quelque chose qu'on entend, je rebondis là-dessus, sur le fait que l'État aurait volontairement parqué ou ghettoisé des populations. Dans l'absolu, c'est faux. C'est un effet mécanique qui s'est produit, puisque en fait, on avait construit des cités HLM à l'origine qui étaient des cités ouvrières. Et quand les premières vagues d'immigration sont arrivées, ce sont de nouvelles classes populaires qui se sont installées, qui sont devenues évidemment éligibles à l'obtention de ces HLM et qui du coup ont été installées mécaniquement là-dedans. L'effet évidemment du regroupement familial accélérant le processus, puisque les gens sont venus rejoindre leur famille, et puis il y a toujours un effet humain qu'on ne peut pas reprocher, qui fait que naturellement on va toujours s'installer évidemment dans des quartiers où les gens nous sont plus proches ou plus familiers. Voilà. Donc ce que je veux dire, non, mais c'est important de le préciser, parce qu'on a le sentiment que l'État a une volonté de politique discriminante volontairement, ce qui n'est pas le cas. Non, mais sauf que depuis les années 80, ce constat, on l'a fait. On a vu que cette politique n'était pas la bonne. Donc il aurait fallu orienter depuis cette politique-là. A contrario, on continue à faire exactement la même chose, même encore aujourd'hui. C'est vrai. C'est ça le problème. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un double problème. C'est que je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'intention d'y répondre. Le souci, c'est que je pense qu'il y a l'impossibilité d'y répondre par le nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous arrivons à... Parce qu'il faut quand même le rappeler. C'est une volonté politique. Vous parlez des Français qui sont déjà sur place d'origine étrangère, très bien, mais vous oubliez de dire que chaque année, il y a 200 000 entrées légales minimum par an. Je ne vous parle même pas aujourd'hui de l'immigration illégale. Et donc le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez déjà à régler ces problématiques sociales, économiques, d'habitat, d'assimilation avec une population qui est déjà présente, et qu'en plus chaque année, vous avez un stock de centaines de milliers de personnes qui arrivent sur le territoire et qui donc viennent rajouter encore à la difficulté. En fait, on fait venir pour l'économie française. On fait venir pour l'économie française pour la plupart d'entre eux. Non. Alors là, ce que vous dites est ce que vous dites est objectivement faux. C'est-à-dire que, et ça, on a reçu l'autre jour Patrick Stefanini qui est remarquable là-dessus, c'est que cette immigration, elle est caractérisée par deux choses. Aucune raison économique, aucune raison. Ils viennent parce qu'ils par plaisir. Non, parce il n'y a pas de raison économique. Le président lui-même l'avait dit, qu'on avait besoin justement de... Alors, faisons quand même une parenthèse. Faisons une parenthèse, parce que je voudrais qu'on parle quand même du Covid. Les chiffres du jour, vous les connaissez, si ça serait intéressant. Et puis je voudrais qu'on parle quand même de votre think tank. Comment on dit think tank, c'est ça? Centre de réflexion. Moi, je préfère centre de réflexion. Ce think tank, vous avez le même accent que moi aussi. Vous épargnez ça. Si vous pouviez éviter de me dire qu'on a des points communs ensemble, ça serait bien, parce que je souhaiterais... L'accent anglais, je pense que c'est partagé par beaucoup de Français. Je souhaiterais Marion Maréchal. Voilà. Non. Mais j'ai des points... En fait, la vérité, je veux dire, c'est que j'ai des points communs avec tout le monde, comme toujours. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on est parfois, comment dire, conservateur sur le plan culturel. Et puis on est libéral sur le plan économique. Et puis on est social-démocrate sur le plan sociétal. Parce que la société, elle avance. C'est ça la vérité. Les choses sont pas binaires. Hein. C'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Voilà. Alors effectivement, et c'est le en même temps pour le coup d'Emmanuel Macron. C'est vrai que sur le plan culturel, je suis conservateur. Je le confesse. J'aimerais que tout le monde parle, qu'on plus exactement chérisse la langue française, apprenne les auteurs et un rapport à l'histoire de France qui est la nôtre. J'aimerais, je m'aperçois que malheureusement ça a disparu. Mais bon, c'est pas le sujet. Et qu'il y ait aussi Monsieur une Barty. fierté d'être français. Et une fierté, exactement. Donc de ce point de vue-là, je suis conservateur. Mais Monsieur Marty, lui, est restaurateur. Ça rime.
Mais ça n'a pas de Vous êtes rapport. devenu rappeur, Pascal. Vous faites de la rime, là. Vous êtes devenu rappeur. Je fais des vers sans en avoir l'air. Exactement. Il peut être les Comme deux. Victor Hugo. Bon, Monsieur Marty, je voudrais vous proposer une petite séquence que Laure Parra a tournée hier, qui montre le désespoir dans lequel sont les restaurateurs marseillais. C'est-à-dire que vous en êtes rendu à proposer à des restaurateurs qui ne peuvent même plus manger de leur envoyer des colis pour les aider dans cette situation particulière. Voyez la séquence de Laure Parra. Ce qu'il y a derrière vous, c'est quoi exactement? C'est précisément des denrées alimentaires non périssables, parce que nous avons des restaurateurs, des responsables d'établissements, des chefs d'entreprise, qui aujourd'hui ne rentrent pas dans les clous pour les aides, et donc qui se trouvent complètement désemparés. Donc on a nos fournisseurs, on a des magasins, des partenaires qui sont solidaires et qui nous ont donné des denrées alimentaires non périssables pour qu'ils aient au moins de quoi manger. Le Conseil d'État a refusé la possibilité aux restaurateurs de travailler. Monsieur Marty, vous êtes dans une situation catastrophique. Bonjour. Oui, tout à fait, oui. Mais bonjour, oui, effectivement, on est dans une situation catastrophique. On ne voit pas le bout du tunnel parce que chaque fois qu'on pense être arrivé au bout du tunnel et de pouvoir réouvrir, on nous explique que ça sera plus tard, ça sera plus tard. Ça fera 5 mois de fermeture sur une année. Je me demande quel chef d'entreprise est en mesure de pouvoir survivre à 5 mois de fermeture de son entreprise. C'est très compliqué. Moi, je peux dire qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans le restaurant parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Le chef d'entreprise qui est le restaurateur, qui est la personne qui a un bar, une brasserie ou une discothèque, aujourd'hui n'a plus les moyens de se nourrir par son salaire parce qu'il n'y a plus de salaire. Et alors, comment vous pouvez faire? Est-ce que d'abord, vous pouvez attendre le 20 janvier? Je sais qu'il y a une grande manifestation qui va être organisée à Paris le 14 décembre, lundi prochain. Est-ce que vous y serez? Oui, absolument. Moi, j'invite tous les gens de la profession, qu'ils soient restaurateurs, discothécaires, brasseries et autres, à être présents le 14 parce qu'il va falloir que nous crions très fort notre désespoir et nous souhaitons qu'on ait un regard nous concernant qui soit beaucoup plus avantageux pour nous que ce qui nous est proposé. Et en plus de ça, on nous dit le 20 janvier, peut-être pour les restaurants, rien pour les bars, rien pour les discothèques. Donc à un moment donné, il est clair que des fêtes sauvages, des invitations sauvages vont avoir lieu sans les restaurateurs, sans les discothécaires et sans les gens qui ont des brasseries et des bars. Quels sont vos interlocuteurs, Monsieur Marty? Écoutez, nos interlocuteurs, on en a peu. Hein. C'est souvent le ministère de l'économie et des finances, mais en face de ce ministre, il y a un ministre de la Santé qui est récalcitrant, qui n'a pas du tout l'intention d'entendre nos cris de désespoir. En plus, nous leur disons, pourquoi pourrions-nous manger dans une cantine d'entreprise scolaire ou autre, et on ne pourrait pas manger dans un restaurant, en appliquant les mêmes règles? Et c'est incompréhensible. Je rappelle que la cantine de l'Assemblée nationale est ouverte. Ouais. Que la cantine du Sénat est ouverte. Parce que c'est formidable d'ailleurs, parce que c'est les députés, les sénateurs, ils mangent, 14, ils sont entre eux. Alors eux, ils doivent dire, mais nous on a un protocole, mais ce qui est bon pour eux est bon pour les autres. C'est ça qui est toujours fascinant dans ce pays. C'est-à-dire que ceux qui, au moins, même symboliquement, ils pourraient donner l'exemple. Parce que la vérité, quand on dit que ces gens sont déconnectés, ils n'ont pas les mêmes soucis que les autres. Ça c'est sûr. Ils n'ont pas les mêmes soucis parce qu'eux, ils mangent. Qu'ils aillent au McDo. Après une séance à l'Assemblée nationale parce que tout est fermé ou qu'ils emmènent leur sandwich le matin comme les autres. Et c'est un peu démago ce que je dis. Ouais. Un petit peu. Mais n'aggravez pas votre cas. Vous redevenez le Pascal Pro que j'adore. Un petit peu quand même. Bon allez, je l'enlève. Mais c'est vrai que non, mais bien sûr que la cantine, elle est soumise aux mêmes règles. Bon, mais je ne sais quoi vous dire, Monsieur Marty. Sinon, vous donnez la parole le plus souvent et vous parliez des discothécaires, donc qui sont évidemment alors les propriétaires de discothèques. Ouais. Et alors eux qui n'ont pas ouvert depuis le 17 mars, parce que même cet été, c'était fermé. Exact. Merci à vous, Monsieur Marty, et pour vous avoir souvent, je vois dans le ton de votre voix aujourd'hui comme un peu d'abattement. Donc, je ne peux que compatir à ce moment que vous vivez. C'est de la colère. C'est de la colère renfermée, vous inquiétez pas, on est là, on se battra jusqu'au bout. Hein. Il y aura sûrement après le 14
Donc du coup, j'ai appris que la cantine était ouverte. Effectivement, on ira peut-être manger là-bas, puisqu'on sera le 14 devant l'Assemblée nationale. Eh bien, allez-y. Après le 14, il y aura d'autres actions. On ne va pas laisser ça là. On peut pas mourir en silence. Merci. Merci, et merci à Laure Parra qui, à Marseille, fait un travail formidable et qui témoigne de la réalité que vous vivez. Je la remercie grandement. Bon, alors on avait plein de sujets à parler. Le Covid, bien sûr, les cinémas en difficulté, les vaccins. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une réflexion ou une remarque à faire sur la situation dont tout cela est écoutez, géré. moi, c'est très simple. C'est très simple. En sanitaire. fait, moi, j'étais contre le deuxième confinement. Donc, je peux pas dire mieux. Pour une raison qui m'apparaît claire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucune certitude scientifique sur l'efficacité de ce confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui atteste d'un consensus scientifique qui démontre. Il y a des chiffres quand même qui montrent que ça baisse un poil. Non mais d'accord, mais il n'y a pas de lien de corrélation qui soit aujourd'hui avéré. Et d'ailleurs, on a travaillé nous là-dessus, on va publier quelque chose, une grande analyse mondiale statistique sur justement la corrélation entre les contaminations, les taux de décès et les différents types de confinements qui ont eu lieu au niveau mondial. Il n'y a pas aujourd'hui de confirmation scientifique de l'efficacité de cela. Bon, on n'est peut-être pas d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas de consensus, ça c'est une absolue certitude. Et d'ailleurs, le professeur Toussaint, lui aussi, a fait des analyses là-dessus, sur le port du masque et tout, on se rend compte que voilà. Donc moi, je suis toujours mal à l'aise de prendre des décisions aussi radicales sur quelque chose qui relève aujourd'hui de l'hypothèse malgré tout. J'étais beaucoup plus séduite par une idée qui avait été d'ailleurs portée plus tôt en Angleterre, à l'époque par Nigel Farage, qui refait parler de lui, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était un peu le héros du Brexit, qui a transformé son parti aujourd'hui en parti anti-lockdown, donc anti-confinement, et qui part d'une grande déclaration qui a été signée par de très très nombreux professionnels, médecins, qui s'appelle la déclaration du Great Barrington. C'est horrible parce que là on m'oblige à montrer mon accent anglais, et qui expliquait que donc ces médecins, qui ne sont pas des petits médecins, hein, c'est des grands spécialistes, expliquaient qu'il eût mieux fallu en réalité faire ce qu'ils appellent la protection ciblée, c'est-à-dire avoir un travail d'information, d'organisation et de protection des personnes identifiées comme à risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, premier confinement... Depuis le départ, d'ailleurs, c'est une forme de bon sens qui a été dit, mais dès le mois de mars-avril. Voilà, mais sauf que c'est un débat qui n'existe pas en France. En Angleterre, c'est un débat qui existe. Alors, au premier confinement, on peut admettre, on est tâtonné, on ne savait pas. Aujourd'hui, on connaît le taux de mortalité, on connaît les personnes parce qu'on est dans l'idéologie. Voilà. Et donc, ça m'apparaissait quand même être quelque chose de plus intéressant. Et par ailleurs, la question de l'hôpital. Parce qu'en fait, toute la stratégie du gouvernement est uniquement tournée vers l'évitement de la saturation de l'hôpital. Et là, on voit bien, on va peut-être y revenir, mais que la réponse entre mars et aujourd'hui, même si évidemment on ne peut pas faire des miracles, est quand même pas à la hauteur sur la manière de réarmer l'hôpital public pour éviter évidemment la saturation des... Est-ce que vous vous ferez vacciner ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Alors, je sais que maintenant, quand on dit ça, c'est... Non, mais vous avez le droit. Eric Combe non plus, hein, d'ailleurs, si j'ai bien compris, Alain Fischer non plus. Mais... Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, parce que je ne suis pas une personne à risque, une fois de plus, et je pense que... Mais bon, ça, c'est mon avis, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans cette déclaration. Et c'est pas forcément pour vous, la vaccination. Non, mais c'est aussi pour les autres. On va d'ailleurs vers... petit à petit, l'immunité collective du groupe. Donc reste à savoir si malgré tout, d'ici 6 mois ou 1 an, ce vaccin restera utile. J'en suis pas tout à fait convaincue. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous le dis franchement, voilà, c'est un vaccin qui a été fait dans quand même un temps pour le moins record. J'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu de recul avant de me précipiter sur la vaccination. Voilà, je sais écoutez, c'est devenu politiquement incorrect de dire ça. Mais pas du tout, puisqu'Éric Combe, qui est un professeur important, on va l'écouter. Tiens, on va écouter deux passages. On va écouter Éric Combe, hier, qui s'est exprimé sur France Inter, et qui dit un peu ce que vous dites là. Écoutons-le. Malheureusement, on manque de recul. On n'a toujours pas les publications scientifiques. Les dossiers sont à l'Agence des médicaments américaine et européenne, mais nous, on n'y a pas accès. Donc, pour l'instant, non, je peux uniquement vous dire que malheureusement, je manque de recul parce que je n'ai pas les informations. Je me ferai vacciner, évidemment. C'est incontestable parce que les vaccins, vous savez, pour un spécialiste de maladies infectieuses, les vaccins, c'est le plus grand progrès de la médecine, avec les antibiotiques et les anti-infectieux de manière large. Donc, bien évidemment, je me vaccinerai. Sur une autre antenne, vous avez dit que vous ne ferez pas vacciner ce vaccin-là. Voilà, mais vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner ? Donc, la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça ? Pourquoi pas ? Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas le recul nécessaire. Bon, ça c'est clair. On m'envoie des textos pendant l'émission en disant « Combe n'a jamais dit qu'il ne se ferait pas vacciner ». C'est pas ce que j'ai dit non plus. Non. C'est ça qui est absolument fascinant dans notre émission. Éric Combe vient de dire, vous l'avez écouté, que compte tenu des informations qu'il a, c'est-à-dire il n'en a aucune, dit-il, sur le vaccin Pfizer, il ne se fait pas vacciner.
Point. Alors, en soi, il sera vacciné en théorie, mais pas avec ce vaccin-là. Et écoutez ce que disait Didier Raoult hier, et vous me donnerez peut-être votre sentiment sur Didier Raoult. Pour les vaccins, nous ne savons rien. C'est-à-dire que les communications ne sont que des communications publicitaires des boîtes qui les font. Le Lancet maintient que c'est extraordinaire de publier ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas diffuser les données parce que ça pourrait gêner l'évaluation des vaccins. Donc, les États, les gens doivent décider sur la simple publicité qu'ont fait les gens sur les vaccins. Et sur rien d'autre. Et on nous dit, alors, si vous êtes contre, alors vous êtes contre les vaccins, vous êtes pour les vaccins. Moi, je ne sais rien du tout. Je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui disent, écoutez, c'est très bien, mais ne vous inquiétez pas, pour les gens qui disent que c'est très bien, comme pour Gilead, en pleine période du remdesivir, l'action monte d'une manière absolument spectaculaire. Et donc, beaucoup d'argent se gagne pendant ce temps. En faisant simplement de la communication sur un produit que personne n'a vu pour l'instant, ou dont personne n'a vu les résultats écrits dans un article, évalué du mieux qu'on peut, même si on sait qu'il y a des tâtonnements dans l'évaluation. Alors Alain Fischer, qui est monsieur Vaccin, dit quasiment la même chose. Il dit on n'a rien vu, il n'y a que des publicités des laboratoires. Et donc Eric Combes, je le dis, dit la même chose. Alors lui, il va plus loin, puisqu'il fait un lien de cause à effet entre, il y a une analyse un poil... Ce qui m'amuse, Pascal, c'est que Raoult a à l'égard des vaccins exactement le même discours de suspicion qu'on appliquait à l'hydrochloroquine. Et là, il défendait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est invraisemblable. C'est ça. Invraisemblable. Mais non, mais moi, Sauf que lui, l'hydroxychloroquine, il considère que ça soigne. Ah ben oui, et que c'est un praticien. Et il dit, moi, j'en mets... Et ça soigne. Donc moi, je ne sais pas quoi penser, mais lui, il dit ça soigne. Oui, mais et moi, je ne suis pas médecin. Il était critiqué pour l'hydrochloroquine avec les mêmes motifs que ceux qui l'utilisent pour dénoncer. Il y a eu une cabale. Dans l'affaire Lancet, c'est carrément une cabale. C'est quand même... Là, moi, je le trouve extraordinaire parce qu'en plus, il pointe du doigt à chaque fois les contradictions du système. C'est ça qui est extraordinaire avec Didier Raoult. Et là, le procès qu'il leur fait, c'est exactement le procès qu'on lui a fait, lui, au début. Donc, voilà. Je suis pas d'accord. Mais bon. C'est votre point de vue. Ah oui. On l'a souvent caricaturé. Et quand vous écoutez réellement ce qu'il dit, comme vous tout à l'heure, la personne qui dit, vous avez dit que M. Combes a dit qu'il n'allait pas se faire vacciner, il y avait d'autres choses entre les deux. Et ben, Raoult, c'est exactement la même chose. Le séparatisme. Le séparatisme. Parce que ça, c'est quand même à noter que Didier Raoult est quand même l'un des rares qui était initialement dans le conseil scientifique qui a zéro lien d'intérêt avec les labos. Exactement. Zéro. Je parle pas de conflit d'intérêt, je parle même de lien d'intérêt. Zéro. Voilà, c'est tout. Les autres, si, il en a, avec un laboratoire quand même assez. Non, il a pas de lien avec les laboratoires qui aujourd'hui sont en lice sur la question des vaccins. Si, il y en a un. Bah écoutez, alors je suis pas au courant parce qu'en l'occurrence, j'ai pas. Lequel Non mais on parle de ces liens notamment avec Sanofi. Enfin, ils sont bien raides. Enfin, écoutez, ça revient à chaque fois. Après, j'ai vu partout sur la question des liens d'intérêt que pour le coup, lui, il avait zéro lien d'intérêt avec les labos qui étaient en lice avec les vaccins. C'est tout. Voilà. Après, donc du coup, quel serait son intérêt aujourd'hui de relever ça? Non, et en plus, quand il dit, quand il dit, là où il a raison, par contre, le docteur Raoult, quand il dit, on fait que de parler du vaccin, ça c'est très juste. C'est-à-dire que les yeux sont rivés sur les vaccins en disant c'est la solution. Or, il y a une autre aussi solution qu'il ne faut pas négliger, ce sont les traitements. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est extrêmement important et on ne communique pas assez là. Les villes qui ne sont pas associées. #HDPro, vous pouvez donner votre avis. C'est Roland56600 qui dit débat décontracté et de haute tenue ce matin. Et pourtant, on pouvait s'attendre au contraire avec la présence de Rost et de Marion Maréchal ensemble sur le bateau. Mais... Bravo Pascal, il me félicite moi parce que c'est moi qui suis responsable. C'est grâce à moi. J'ai quelqu'un qui dit du bien de moi sur les réseaux sociaux. Mais c'est extraordinaire parce que les gens, dès que vous n'êtes pas dans le moule, forcément, vous clivez. Et bien sûr. Alors Yanis Flanders dit, je vous suis régulièrement, j'apprécie cette liberté d'expression que vous donnez à l'ensemble des invités sur votre plateau. Je regrette simplement après un constat qu'à chaque fois que je tweete, sur certains, je reste sans réponse. Alors je lui ai dit, il s'appelle Yanis Flanders. Et nous le saluons. Bon, le séparatisme. Pour renforcer la lutte contre l'islamisme radical, le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi controversé contre les séparatismes devant illustrer sa fermeté absolue. Ce qui est intéressant, c'est que le mot séparatiste n'existe plus. Donc je vous propose de voir le sujet, peut-être de Mario Baza qui nous en parle. Il nous reste un petit quart d'heure. Premier point de crispation, le changement de nom du projet de loi. On ne parle plus désormais de séparatisme, mais du projet de loi confortant les principes républicains.
l'islamisme. C'est bien le terme qu'il faut employer. Il semble bien aujourd'hui que ce texte ne comporte même pas ce simple mot. Loin de l'union nationale souhaitée après l'assassinat de Samuel Paty, l'article 25 de ce projet de loi pourrait aussi faire débat. Il concerne la création d'un nouveau délit pour réprimer la haine en ligne et des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'État ou des élus. Autre sujet sensible, celui de l'instruction à domicile, notamment après les réserves émises par le Conseil d'État. Il ne s'agit pas de supprimer totalement l'instruction à domicile, mais de faire en sorte qu'elle soit davantage encadrée, mieux autorisée et mieux contrôlée, pour qu'elle ne soit pas justement un motif à un séparatisme, c'est-à-dire à une instruction qui se ferait exclusivement sur la base de concepts religieux pour échapper à l'école de la République. La majorité devra aussi faire face aux offensives de la droite et de l'extrême droite, qui déplorent notamment qu'il n'y ait rien sur l'immigration. Il y avait eu un discours très fort d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette loi est à la hauteur de ce discours? C'est moi qui commence? Oui. Non, écoutez, alors je vais avoir du mal à vous donner un avis en bloc, parce que moi j'ai vraiment regardé la loi article par article, et il y a des choses différentes. Ça veut dire qu'il y a des choses, qui sont bien, c'est-à-dire qu'on va fixer dans la loi des jurisprudences qui existent déjà, par exemple sur la neutralité des services publics qui sont aujourd'hui assurés par des personnes privées, dont acte, ça ne va pas changer grand-chose, mais on va dire que ça clarifie. Il y a, avec une action totale d'ailleurs de la question des entreprises privées, tout court d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais bon, passons. Il y a des choses, des petites avancées positives, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, dans tous les cas de figure, le fait d'être en état de polygamie va être un motif d'opposition à l'obtention d'un titre de séjour. Ce n'était pas le cas partout, avec la réserve malgré tout qu'avec cette disposition, ils vont se heurter à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme interdit de refuser un titre de séjour au nom de l'état de polygamie. Donc voilà, mais donc il va y avoir des difficultés. Il y a des choses intéressantes, par exemple sur une meilleure contrôle des financements étrangers avec une réglementation sur le milieu associatif. Et il y a des choses en parallèle qui, moi, m'apparaissent dangereuses et liberticides, notamment sur la question de l'enseignement, la question de l'encadrement durci des écoles privées hors contrat, la question en effet de la quasi-disparition, parce que ce qu'il dit c'est quand même la quasi-disparition, mais ils vont revoir manifestement leur copie de l'école à la maison, qui selon moi tape à côté en plus du sujet, puisque 100% aujourd'hui des terroristes sont sortis de l'école de la République. Donc à un moment donné, si on veut taper juste, plutôt que de durcir le système pour l'ensemble de l'enseignement privé à la maison, peut-être faudrait-il réfléchir un peu à ça. Et je conclus en disant que selon moi, ce projet de loi ne se situe pas au bon niveau. C'est-à-dire que je pense qu'on ne pourra pas malheureusement traiter la question du terrorisme islamiste de manière efficace si on n'agit pas au niveau constitutionnel. Précisément sur plusieurs leviers, parce qu'en fait, on voit bien qu'on a des limites liées au Conseil constitutionnel aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Je vous donne un exemple. Le Conseil constitutionnel a censuré, par exemple, la rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Le Conseil constitutionnel, par 2 fois en 2017, malgré le fait que ce soit très encadré, a interdit le fait qu'on puisse condamner quelqu'un qui irait régulièrement sur des sites de propagande islamiste de manière injustifiée. Ces 2 exemples, si vous voulez, qui paraissent anecdotiques. Et d'une manière générale, voilà. on pourrait faire les mêmes remarques sur le Conseil d'État, parfois, qui joue à un fait. rôle, parfois en contradiction avec les pouvoirs politiques et les décisions Parfois, politiques. il lui arrive d'avoir de bonnes décisions. Oui, mais Dernièrement, c'est vrai que il y a eu l'autre jour, la manifestation qui n'était pas autorisée dans Paris par le préfet allemand a été autorisée, je crois, par le Conseil d'État. Donc, oui, bien sûr. Bon, on voit bien le pouvoir des juges, ce qu'on appelle le pouvoir, en tout cas, le pouvoir du droit en France, qui vient contrarier le politique. Et c'est un sujet. Plus ce que vous avez dit sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous interdit parfois de prendre des décisions. Mais qui passerait aussi par ici. la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution a été modifiée de telle manière qu'en fait, elle est plus prépondérante sur le droit européen et sur le droit des traités. Ce qui est choquant, disons-le, ce qui est choquant pour les Français que nous sommes, c'est-à-dire que c'est quand même à nous de décider ce que nous devons faire. On peut se mettre d'accord là-dessus dans notre pays. Pardonnez-moi de le dire aussi simplement que ça. C'est une évidence. Mais Pascal, à une certaine époque, il y avait les juges du pouvoir, et vous avez raison, il y a le pouvoir des juges avec le risque de ne pas prétendre faire évoluer un état de droit qui, à l'évidence, est inadapté à la situation actuelle. Deuxième élément, la loi contre le séparatisme pour renforcer les principes républicains, on l'a louée en quelque sorte parce qu'elle représentait
une vague prise de conscience du président qui enfin s'attachait à la chose essentielle. Mais moi, je suis toujours inquiet devant la dérive sémantique. On part de quelque chose qui, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui aboutit aujourd'hui à renforcer les principes républicains, ce qui est une manière de noyer dans une noble banalité. Et dernier élément, Pascal, c'est que j'ai toujours peur devant ces projet parce que la France est la spécialiste de la législation, mais la reine de l'inexécution. Exactement. Exactement. Justement, voilà. Gérard Leclerc dit souvent ça, les lois elles existent, il n'y a qu'à les appliquer en France. Exactement. Et on ne les applique pas. À chaque fois qu'il y a un acte, je suis d'accord. à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on légifère. Alors que l'arsenal juridique est déjà... une action. Oui, mais sauf que l'arsenal est déjà prévu. Alors, ce que vous dites sur la Cour européenne, par contre, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il se passe des choses en France, parfois, qui sont plus ou moins guidées de façon politique. Et lorsque l'affaire est traitée uniquement au niveau de la France, aboutit aux décisions politiques de départ. Or, la Cour européenne, qui, elle, est un peu plus détachée, permet justement d'élever un peu le débat. Et on l'a vu dans certaines affaires. Et là, sur la loi sur le séparatisme, alors, il y a des volets, effectivement, qui sont fondamentaux. Hein. On parle... L'article 24, d'ailleurs, de la loi sur la sécurité globale, par exemple, c'est pratiquement la même chose que l'article 25 de cette nouvelle loi sur le séparatisme. Donc, on a eu tout un débat. On a enflammé les plateaux, on a enflammé des gens par rapport à la question de la sécurité des policiers sur un truc qu'on retrouve dans cette même loi. Donc la protection. Mais le vrai souci, si les politiques voulaient vraiment s'attaquer à la haine en ligne, je peux vous dire une chose. La première des choses, c'est d'obliger les plateformes à supprimer l'anonymat des gens sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est le bon, premier, il nous reste 5 minutes. Marion Maréchal est là. Il nous reste 5 minutes avec Marion Maréchal. Et pardonnez-moi, mais comme elle était venue aussi pour parler de notre centre de réflexion. Mais en fait, on en revient, c'est très intéressant ce que vous dites, on en revient aussi à la question de l'application. Oui. Parce qu'en fait, sur cette question de l'article 24 qui a fait polémique, moi j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y avait une intention malveillante qui était intégrée dans le dispositif, c'est que si hier on n'a pas poursuivi des gens qui ont relayé des images de policiers avec l'intention malveillante de nuire à leur intégrité, demain, on ne les poursuivra pas plus s'ils n'ont pas flouté les visages. Donc en fait, parce qu'en réalité, l'appel à la violence et l'appel à la haine, il est déjà de toute façon prévu dans la loi et condamné. Donc en fait, ce débat, il est déjà plié d'avance. À partir du moment où vous avez raison de dire, légiférer, ça n'est pas agir. Et en fait, c'est la question de l'action, de l'utilisation de la loi derrière. Vous lancez donc aujourd'hui un centre de réflexion. Et comme il nous reste quelques minutes, j'allais dire à quel jeu vous jouez. Puisque vous dites en début tout à l'heure... Je ne joue pas. Mais non, mais vous dites, voilà, je ne veux pas me présenter, etc. Bon, si je vous demande quel est celui ou celle qui représente le mieux vos idées en France, vous n'allez pas me donner de réponse. Non, parce que je suis pas venu là pour ça, pour dire qui je vote, qui je vais soutenir. Oui, mais là, vous floutez votre pensée. Non, pas du tout. D'une certaine manière. Pas du tout, parce que je suis dans alors, moi, je voudrais savoir qui, dans le monde, ou quelle figure historique, dans le passé, de laquelle vous êtes la plus proche aujourd'hui, pour que je comprenne. Vous avez 4 heures. Mais non, mais attendez. Non, mais moi, merci. si vous me dites, par exemple, si vous me dites à titre personnel quelle est la figure de laquelle je suis la plus proche historiquement, je veux dire De Gaulle. J'aime bien le rapport à la nation, j'aime bien le rapport au social, j'aime bien le rapport à l'économie, j'aime bien le rapport à l'argent, et je vais m'inspirer de ça. Je veux dire, effectivement, cette pensée-là m'intéresse. Donc, je vous pose la question qui, dans le monde, aujourd'hui, représente vos idées? J'en ai plein, mais j'aime bien, par exemple, d'Israëli. Qui était le Premier ministre anglais. Bon. Qui a réconcilié les classes populaires avec la démarche conservatrice. Je suis d'accord avec Israël. Voilà. Ça mange pas de pain de dire d'israéli, personne ne le connaît trop. Aujourd'hui, il est assez éloigné. Bon. Mais par exemple, Viktor Orban. Mais aujourd'hui, Viktor Orban. Bah écoutez, Viktor Orban, il a dit des choses intéressantes sur la question européenne. Enfin, je veux dire, la manière dont il est aujourd'hui, à travers le groupe de Visegrad, il défend les intérêts de son pays. Donc c'est intéressant d'ailleurs, y compris pour la France. Il a une vraie stratégie de rapport de force avec l'Allemagne pour défendre ses intérêts nationaux sur les questions de société, migratoires et tout. Je trouve en tout cas qu'il y a peut-être un modèle dont devrait s'inspirer la France. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Vous trouvez que c'était un modèle? Oui, voilà. Après je suis pas hongroise et je fantasme pas sur le modèle hongrois dans l'absolu, mais je trouve que sa démarche et le fait qu'il ait décidé de créer en fait des alliances un peu formalisées avec d'autres pays qui ont des intérêts communs devrait être un modèle pour la France qui devrait peut-être en partie se détacher de ce couple franco-allemand dont elle est systématiquement la perdante dans le cadre des arbitrages politiques. Voilà. Bon.
Mais par exemple, dans l'offre politique telle qu'elle est présente aujourd'hui, vous savez pour qui vous voterez au premier tour? Donc vous revenez au truc auquel vous avez dit que je ne répondrai pas au début. Mais non, c'est pas du tout la même question. C'est pas du tout la même question. Là, je vous ai dit que j'ai bien compris que vous vous présentez pas. Je dis dans l'offre politique. Est-ce que vous savez... attendez. Est-ce que vous savez pour qui vous voterez au premier tour? Alors déjà non, puisque je ne connais pas tous les candidats, enfin peut-être vous aussi, mais pour l'instant on n'a pas quand même une image très claire, mais après tout le monde veut être candidat maintenant, il faudrait pas compter ceux qui ne veulent pas l'être, donc je ne sais pas. Vous avez voté par exemple la dernière fois. Mais moi je vote à toutes les élections. Donc là par exemple, pour faire les choses clairement, l'école de sciences politiques aujourd'hui à laquelle que je dirige et le think tank qui s'y rattache, le centre de réflexion, sont des démarches indépendantes des partis politiques. Donc je ne suis pas au service d'un candidat et je ne suis pas là, si vous voulez, pour être l'avocate. Pas avocate, j'essaie de savoir comment s'incarnent vos idées. Vous votez pour qui, Pascal Praud? Parce que moi, j'ai envie de comprendre. Vous voulez que je vous dise pour ça m'intéresse, bah voilà. Mais oui, mais moi, je suis pas... C'est important. Mais vous avez... D'abord, c'est extrêmement important. Mais moi, je n'ai pas de cercle de réflexion politique. Je ne m'inscris pas dans un candidat, dans on peut avoir un cercle de calendrier. Réflexion. Porter des sujets qui nous apparaissent essentiels, par exemple sur la question de l'intelligence économique, les affaires Alstom, les affaires BNP, les affaires Alcatel, Siemens, ces choses. En fait, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas certaine de voter pour votre compte au premier tour. C'est un candidat. Vous êtes incroyable. Mais non, c'est ça que je comprends. Je comprends que vous êtes... On passe de pour qui vous allez voter à pour qui vous n'allez pas voter. Non, mais désolé, je ne rentrerai pas dans votre jeu. Vous dites, j'ai bien compris, vous dites, j'attends qu'il y ait tous les personnes qui sont là au premier tour, donc je comprends que vous n'êtes pas certaine de voter pour ni en négatif ni en positif, je ne donne pas. Bien sûr. Pourtant, Marion, la question de Pascal était. Elle était remarquable. Il ne vous demandait pas un nom. Je vous demandais si vous saviez pour qui. Voilà, exactement. Ah, non. Eh bien oui, donc j'ai conclu que vous ne savez pas pour que... Je ne sais pas. Et évidemment, si dans cette offre politique, vous ne savez pas précisément pour qui vous allez voter, ou si personne ne la représente réellement, je me dis que celle qui représente le mieux vos idées, c'est vous. Éventuellement. C'est là où on devait arriver. C'est ce que je me suis dit. Je suis lente à la démarche. Alors, je vous ai dit, alors pour le coup, je vais être très claire, parce que j'ai dit et redit que je ne serai pas candidate à la présidentielle en 2022. Et j'ai dit aussi... Vous attendez 2027. Non, j'ai dit que je ne m'interdisais pas de refaire un jour de la politique. Non, mais procès vous attendez que Marine Le Pen se plante en 2022 pour reprendre le pouvoir derrière. Ne prenez pas des procès d'intention comme ça, parce que je ne peux pas dire à 30 ans, oui, je prends l'engagement à vie de jamais refaire de politique. Je n'en sais rien. Peut-être que j'aurais envie de refaire de la politique. Et on déborde un peu, mais je suis sûr que Jean-Marc Morandini nous le pardonnera de manière tout à fait exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, moi je dis ça peut naître dans un cerveau comme le vôtre, de dire, bon, Marine Le Pen, elle ne va pas être élue en 2022, et après j'arrive sur un terrain... et j'épouse le perroquet et je deviens reine. Sur un terrain où je dois reconstruire les droites, et moi je fais la reconstruction des droites à partir de 2022, et en 2027 je me présente. Ça peut exister comme hypothèse. Que d'ici là, et d'ailleurs. Et peut-être, vous savez, Anne Hidalgo va-t-elle être la candidate de l'Union de la gauche, et peut-être Marine Le Pen gagnera face à Anne Hidalgo. Et on ne sait pas. Et vous avez des anticipations à dire. On n'anticipe pas. Je salue. Sera réélu. On a peut-être. Non, on a plus le temps parce qu'on est déjà en débordé. Mais simplement hier, j'avais promis un petit FaceTime. Parce que toute la journée, on dit, mais Marine Lançon, pourquoi on ne la voit jamais? Marine Lançon est en régie. Et regardez, et ben désormais, bonjour Marine Lançon, désormais nous ferons un FaceTime. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Vous avez passé un bon moment? Très très bonne émission, bravo à vous, bravo à tout le monde. Là je vous vois pas là, parce qu'en fait, alors je vois, qui est derrière vous? Qui est derrière vous dans la réalisation? Oui. Rémi à la vision. Oui. Et Annalisa qui nous a assistés aujourd'hui. Voilà, c'est Virginie Leblond qui réalise. Exactement. Eh bien, nous lui disons bonjour également. Rémi, il est au fond, Rémi, il dit bonjour. Voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, bonjour Rémi. Écoutez, voilà, c'est ça. Je suis myope, je ne vois rien. Écoutez, l'important c'est de voir loin quand on fait de la politique. N'est-ce pas? Bon. Eh bien, merci Marion Maréchal. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. Mais Rost, bravo. Merci. Vous aurez le droit de revenir. Et je suis ravi parce que je crois qu'elle vient petit à petit vers le côté clair de la Je me demande si c'est pas vous qui... qui vous rapprochez. À force de marcher Merci à tous. On va se retrouver un jour. Jean-Marc Morandini, je suis vraiment désolé. Quelques minutes de retard. Merci à tous. C'est pas fini, hein, je dis au revoir là. Au revoir.